Il est 18h02, donc nous allons commencer notre webinaire mensuel sur les actifs du moment. J'ai pensé cette fois à mettre un gros pointeur, comme ça vous verrez un peu mieux quand j'irai euh, sur les actifs. Bonsoir, il est midi en Guadeloupe, hein. Eh bien, vous avez bien de la chance parce qu'ici, c'est sûrement pas le même temps. On est parti. Alors, le sommaire, donc les trois parties classiques, hein, un peu habituelles. Tout d'abord, une partie qui est un peu plus économique, un peu plus déconnectée à court terme des marchés. Et le thème que j'ai choisi, c'est une des questions, un des éléments que l'on se pose actuellement, la remontée de l'inflation. Est-ce que c'est un phénomène temporaire ou cette remontée est-elle structurelle? Nous allons, comme d'habitude, derrière, deuxième partie, regarder la revue technique des marchés et puis les actifs du moment entre les demandes que vous m'avez formulées et puis quelques actifs que j'ai trouvés, dont je trouvais un certain intérêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 que j'ai prévus. Alors, on démarre tout de suite donc sur le premier thème, hein, donc, qui est le thème de l'inflation. Alors, bon, vous avez entendu, on en parle pas mal actuellement, hein, de cette remontée de l'inflation. Donc, on va d'abord regarder côté français, côté américain, où est-ce on en est actuellement. Et puis, on va regarder les grandes causes de cette montée de l'inflation. On va regarder l'attitude des banques centrales par rapport au phénomène. Et puis, essayer de donner quelques conséquences d'une montée d'inflation, notamment sur les marchés boursiers. Alors, on va faire ça, ça va être, comment dire, on va survoler le problème, hein. En quelques minutes, on ne peut pas traiter il y a un sujet aussi lourd. Donc, on va uniquement regarder des points importants. Alors là, c'est l'inflation mensuelle depuis un an en France. Donc on est resté pendant, en gros, jusqu'au mois de décembre de l'année dernière, on a dû avoir une moyenne de 0,1% par mois. Et puis, à partir du mois de janvier, la hausse s'est accélérée. Sur mon graphique, je n'ai pas le mois de juin qui vient juste de sortir et qui est sorti à 1,5%. Donc on voit que l'on est clairement sur un schéma qui, en peu de temps, prend une tournure réellement inflationniste. Aux États-Unis, le phénomène est beaucoup plus important. Alors, on était sur des niveaux d'inflation de l'ordre de 1 à 1,6, 1,7, hein, en rythme manuel, mois par mois, c'est du rythme manuel. Et à partir du mois de mars, on passe d'un coup à 2,6, avril 4,2 et mai, je crois, est sorti aux alentours de 6%. Alors, il y a sur ces chiffres, hein, c'est toujours un rythme annuel, donc il y a l'effet de base. L'effet de base des mois correspondants de l'année dernière où eh bien, la demande était plutôt atone et effectivement, on avait plutôt des prix qui étaient à la baisse, alors que là, on va voir pourquoi tout d'un coup, en 3 à 5 mois, on part vers le haut de manière tout à fait notable. Alors, on va regarder, bon, j'ai pris quatre causes, hein, il y en a peut-être d'autres, mais je pense que pour moi, ce sont les causes principales de cette montée d'inflation. Alors, tout d'abord, la hausse des matières premières. Ceux qui étaient présents le mois dernier, vous vous rappelez que j'ai traité spécifiquement ce problème de hausse des matières premières. Depuis un mois, on a eu une toute petite consolidation, notamment enfin, à la fois sur quelques métaux industriels et sur le blé.
mais depuis 1 ou 2 semaines, on est reparti vers le haut. Et donc, cette cause est une des causes importantes. C'est la première. La deuxième, ben, c'est l'offre d'emploi, notamment aux États-Unis, qui est en forte hausse, donc en période de reprise, et commence à favoriser un mouvement de hausse des salaires. Ce phénomène s'est produit euh, l'année dernière. Les entreprises avaient licencié d'une manière extrêmement massive, hein, au début de la pandémie. Et puis, eh bien, les gens qui ont quitté leur emploi, soit on en trouvait un autre dans un secteur différent, peut-être plus attractif. C'est le problème actuel que rencontre l'hôtellerie-restauration. Soit le fait que, eh bien, il y a eu des aides à la fois nationales, hein, fédérales, pardon, et des aides des États qui ont fait que, bien, c'était beaucoup plus intéressant de rester au chômage plutôt que reprendre un emploi. Donc, lorsque les entreprises ont voulu commencer à anticiper la hausse, le redémarrage de l'économie, eh bien, elles se sont retrouvées face, dans un certain nombre de cas, à une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, pour essayer d'attirer les gens, ça c'est surtout aux États-Unis, eh ben, ils ont augmenté, il y a eu une hausse des salaires. Alors, l'ensemble du redémarrage de la consommation, les perspectives favorables d'investissements publics et privés, financés évidemment par l'emprunt. Donc, tout ça a créé un phénomène, commence à créer un phénomène de surchauffe des économies. Donc, au-delà, en plus de la demande immédiate, les entreprises qui, pendant la période difficile, avaient surtout pensé à déstocker, donc maintenant ont à faire face à la fois à une demande de la part de leurs clients qui est plus importante, et pour pouvoir tenir des livraisons sur le long terme, eh bien, il faut remonter le niveau de stock. Donc tout ça donne un appel à l'achat de la part des entreprises. On a vu également le mois dernier que les prix à la production avaient augmenté de manière importante. Euh, et donc ça, c'est le troisième point qui est un des éléments générateurs d'inflation. Et le quatrième, eh bien, c'est ici et là des problèmes spécifiques. Le fret a considérablement augmenté. Il manque aujourd'hui sur le marché, il manque de containers. Donc, eh bien, ça a été c'est la course, c'est un peu la course au fret. Et puis, vous avez entendu également certainement parler donc de cette pénurie de semi-conducteurs. Donc voilà à peu près les raisons hein, que j'ai essayé de résumer de ce phénomène d'inflation relativement récent. Alors, face à ça, euh, d'une manière générale, depuis un certain temps, on voit que les banques centrales sont largement à la manœuvre sur le plan économique, financier, la gestion des taux, et puis sur le plan de la bourse, les investisseurs, les observateurs regardent, écoutent avec beaucoup de précision tout ce que peuvent dire les gouverneurs de ces banques centrales et aux États-Unis, les gouverneurs locaux. Alors, leur attitude pour l'instant, c'est le discours, c'est de dire ce niveau d'inflation, il est temporaire. Il est dû d'une part à la reprise et une augmentation rapide de la demande, de la croissance des PIB des différents pays. Donc, pour l'instant, le mot d'ordre, c'est temporaire. L'objectif est le plus important pour ces banques centrales, c'est d'accompagner la croissance, c'est de surtout veiller à la sauvegarde de l'emploi et encore presque plus surtout, c'est de rassurer les marchés
en maintenant des taux court terme bas et une politique accommodante, c'est-à-dire à travers l'injection de liquidités. Et puis, il y a le problème notamment du financement des États, un peu plus que le problème du financement des sociétés privées, mais qui existe néanmoins. Donc, le fait de maintenir des taux court terme bas facilite le financement des États et permet ainsi à ne pas être obligé de remonter les impôts pour, dans le cadre de taux d'intérêt payés en augmentation, eh bien, ne pas laisser dériver un déficit budgétaire. Alors, pour le moment, ça c'est le discours de Madame Lagarde, notamment, et c'est quelque part le discours de Monsieur Powell. Les prévisions d'inflation demeurent dans une fourchette acceptable autour du mandat qui est le même des deux banques centrales, c'est-à-dire autour de 2%. Alors le discours il change, surtout de la part de M. Powell, en indiquant que bon, si il y a une croissance temporaire de l'inflation, c'est pas très grave, on va pas sortir la grosse artillerie pour quelque chose qui est temporaire. Et puis le 2%, c'est pas un 2% mois par mois. On peut dériver un petit peu, surtout vers le haut, pendant quelques mois, c'est pas grave. L'important, c'est qu'à terme, on revienne dans cette fourchette. Donc comment dire, les positionnements précédents qui étaient extrêmement cadrés deviennent aujourd'hui un peu plus flous. On est vraiment, alors on va regarder également donc aux États-Unis, donc les projections de l'inflation, on l'a vu, sont beaucoup plus élevées qu'en Europe, mais la Fed continue à marteler que l'inflation est temporaire et que la politique accommodante durera jusqu'en 2022-2023, avec comme objectif majeur rassurer les marchés financiers. Alors, on est dans un discours qui est là, qui existe par rapport aux buts que se sont fixés les banques centrales. Et les buts tels qu'on les a vus, laisser la croissance repartir, laisser l'emploi repartir, continuer à injecter de l'argent de manière à assurer un financement souple de l'économie. Donc pour l'instant, le discours, c'est calme, calme, calme. Est-ce que ils disent véritablement, Monsieur Powell ou elle, Madame Lagarde, est-ce qu'ils disent véritablement ce qu'ils pensent ou ils disent ce que le marché veut entendre? Mon opinion personnelle, c'est qu'ils disent ce que le marché veut entendre. Ils ne peuvent pas se permettre aujourd'hui, à mon sens, de dire, eh bien, écoutez, l'inflation, c'est reparti, ça va être un problème, on en a pour des années. Là, on aurait immédiatement à la fois, pas un crack, mais une correction boursière tout à fait significative. On aurait une remontée des taux à la fois court terme et long terme. Lorsque il a été question lors de la dernière réunion de la Fed il y a 2 semaines à peu près, où on a commencé à parler de tapering, quand on a commencé à parler de 2023, un des gouverneurs a parlé plutôt de 2022, on a vu que le taux à 2 ans, qui était aux alentours de 0,1 ou 0,2, même en dessous, il est monté, je dirais, presque immédiatement. Donc il y a une tension de la part du marché par rapport à cette problématique. D'où ce besoin de réassurance et le fait que les banques centrales aujourd'hui ne veulent pas rajouter des problèmes aux problèmes et donc rassurent. Ce que l'on peut craindre, et quand on regarde ce qui a pu avoir dans le passé, on peut effectivement se dire que, eh bien, on peut attendre que la reprise soit bien ancrée, et à ce moment-là, quand la machine sera repartie de manière naturelle, effectivement, il sera temps, ce sera beaucoup plus facile de prendre des mesures pour juguler l'inflation.
Donc voilà le discours actuel. Alors, quelques conséquences, hein, là, très rapidement, de mouvements inflationnistes, hein. Donc, l'inflation change, entre autres, le rapport entre prêteurs et emprunteurs. Si l'inflation monte, les prêteurs ayant prêté avec des taux faibles voient leur capital se dévaluer. On peut penser également, et ce que j'ai aussi un peu en arrière-plan, c'est que les banques centrales qui rachètent à grandes brassées les, euh, euh, les obligations émises par les États, si l'inflation monte de manière importante, eh bien c'est leur actif qui va se réduire de manière aussi significative et qui va avoir des conséquences normalement sur leur bilan. Je n'ai pas regardé au niveau de la Fed, mais la BCE ne publie pas n'a jamais publié ce qu'elle avait exactement en portefeuille et n'a jamais publié quelle était la qualité des obligations qu'elle avait en portefeuille. Donc il y a là également une première problématique qui est une problématique financière et qui risque de toucher à la tête des banques centrales si effectivement il y a une remontée de l'inflation. Pour des États très endettés, et beaucoup d'États comme la France sont quand même pas mal endettés, depuis quelques années, avec des taux bas, les États ont panaché leur maturité de dette en chaque fois, tous les mois, en ce qui concerne la France, lorsqu'il y a on appelle à l'emprunt, il y a un mix entre du 10 ans et des échéances beaucoup plus courtes, hein, du 6 mois, du 1 an et demi ou 2 ans. Et donc, il y a un panachage qui a eu comme conséquence de faire baisser dans le temps la maturité moyenne de la dette, qui est, je crois, aux alentours de 6 ans pour la France, qui est en train de devenir inférieure à 5 ans pour les États-Unis. Donc, lorsque l'inflation et les taux montent, il y a le renouvellement de l'emprunt se fait à des taux plus élevés, donc qui est générateur de déficit budgétaire et avec toutes les conséquences que cela entraîne. À contrario, l'encours total de dette, lui, est réduit par l'inflation. Donc, quand vous avez de la dette, votre PIB, il monte artificiellement et la valeur réelle ou nette par rapport au PIB de votre emprunt a tendance à baisser. Donc, sur un plan strictement financier, l'inflation va favoriser la solvabilité des États. Donc tout ça, c'est bien, mais quand on regarde ce qui a pu se passer notamment en France, hein, ou en Europe, pas même dans le monde entier, hein, c'est lors des années que l'on a connues de forte inflation, d'abord causée par les chocs pétroliers des années 70. En France, ben, le début des années 80, l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir avec les dévaluations successives, on est arrivé à des inflations à 15-16%. Euh, on a toujours vu que l'inflation devenait rapidement endémique. On a toujours vu également que dans un premier temps, mais un premier temps long, les autorités perdent le contrôle. Et l'inflation est un des éléments, à mon sens, qui est le plus difficile, le plus long à juguler et que les mesures que peuvent prendre des États à court terme, et surtout au moment où ils les prennent, c'est-à-dire trop tard. Donc le phénomène d'inflation est ancré en fait
ça va bien. Qui sont endettés avant, eh bien, voient leur dette baisser de la valeur de l'inflation. Les ménages qui ont acheté un appartement, une maison, voient le prix de leurs biens monter. Les salaires suivent. Donc, le remboursement mensuel, eh bien, il devient de moins en moins important. Au fond, il y a un côté très facile, très commode de laisser l'inflation. Mais les phénomènes négatifs ou pervers, eux, par contre, perdurent. Les entreprises, bah, tous les ans ou 2 fois par an, hein, même au début des années 80, un salaire et hausse de prix au niveau des entreprises se faisaient 2 fois par an. Et donc, c'est un phénomène qui est difficile à juguler, d'autant plus que je dirais quasiment la seule manière qu'on a trouvée, eh bien, c'est de refroidir l'économie, c'est d'inciter les gens à moins consommer, donc de réduire la croissance, réduire la demande. Et on est aujourd'hui dans une situation ben, qui est ambivalente. D'un côté, on a besoin de cette croissance pour sortir économiquement de cette période de pandémie, mais ce faisant, on est en train de créer une situation d'inflation qu'on ne pourra véritablement juguler que par la baisse de la croissance. Donc il risque de se passer, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant lequel on va être dans une situation un peu entre deux chaises, entre le fait on a besoin de cette croissance, on a besoin des emplois pour relancer la machine industrielle, d'autant plus que les perspectives d'investissement sont plutôt favorables, les perspectives d'investissement public sont importantes, aux États-Unis notamment. Donc, on risque d'être dans une situation qui sera pas du tout temporaire, mais qui va devenir une situation, comment dire, un peu sans être structurelle, qui risque de devenir endémique, avec toutes les conséquences négatives qui peuvent se produire. Évidemment, l'inflation, elle est défavorable au marché boursier. Elle accroît l'intérêt pour les valeurs refuges, dont l'or, et avec comme conséquence, au niveau des marchés, une augmentation de la volatilité. L'augmentation de taux courts et des taux longs, et là, va peser, on l'a vu sur le marché obligataire. Si sur les, euh, euh, les, les obligations qui ont été émises à taux bas, eh bien, quand de nouvelles obligations arrivent, sont émises sur le marché à des taux plus élevés, eh bien, pour maintenir l'égalité de rendement, eh bien, la valeur des obligations à taux bas, eh bien, baisse. Le, Conséquence également de mouvements inflationnistes, donc serait le dégonflement de la bulle immobilière du fait de la réduction de la solvabilité des emprunteurs. Et puis inflation et taux d'intérêt en hausse, ben, rognent l'épargne. Donc voilà, très très rapidement, hein, c'est sur un sujet aussi vaste, aussi complexe, ce que l'on pouvait dire ce soir. Éventuellement, s'il y a une ou deux questions, rapidement. Sinon, on va passer à la revue technique des marchés. Donc, je vous laisse 30 secondes, 1 minute, si vous avez quelques questions à poser. Alors, Christian demande inflation temporaire, point d'interrogation. Ben, euh, c'est le langage qui est martelé aujourd'hui, mais un peu le fondement de ce que je vous ai présenté et de ce que je pense, c'est que c'est rare que l'inflation soit temporaire dans la mesure où, eh bien, elle prend très rapidement un côté endémique. Tout est plus facile, hein. Un peu d'inflation, c'est bien, mais trop d'inflation,
eh bien, on en prend aussi l'habitude. Comme je l'indiquais, eh bien, l'immobilier est plutôt a tendance à baisser. L'épargne financière des particuliers, eh bien, est rognée par l'inflation. Donc, ce sont les gens qui sont endettés dans des périodes à taux faibles qui, eux, tirent le mieux leur épingle du jeu. Et comme je l'ai expliqué, pour pouvoir sortir d'une phase inflationniste, il y a la nécessité eh bien, d'avoir des mesures de refroidissement de l'économie et de montée et de surmonter des taux courts. Donc, enfin, j'ai un peu de mal à véritablement accéder au langage de dire une inflation, c'est temporaire, ça va durer quelques mois. Alors, on dit il y a tellement de discordances entre les différents gouverneurs que l'on ne sait plus à quel sein se vouer. Alors, il faudra, au niveau américain, c'est je ne sais plus, je crois que c'est dans d'ici une quinzaine de jours à peu près, euh, et le marché sera très attentif à la lecture des minutes de la Fed des, je crois, 15 et 16 juin. Ce qui va être important maintenant, c'est de voir quel est le poids un peu des faucons et des colombes à l'intérieur du board de la Fed, entre ceux qui veulent euh, commencer à monter les taux une à deux fois, on parle des courts termes, hein, bien sûr, monter une ou deux fois en 2022, et ceux qui voudraient attendre 2023. Alors, M. Powell, lui, est plutôt dans le camp, aujourd'hui, dans le camp des colombes, en parlant de 2023, mais un certain nombre de voix ont été émises en parlant de 2022. Et lorsque l'on aura les minutes de la réunion, on saura quel est véritablement le rapport de force entre les deux. Bon, on va passer à la deuxième partie, donc qui est la revue des marchés, et on va regarder les actifs que l'on regarde généralement. Alors, on va commencer un peu comme chaque fois, tout seigneur, tout honneur, par le S&P, que je vous propose ici en daily. Alors, on est évidemment dans une phase extrêmement haussière, avec des consolidations que on attend. On est toujours en train, depuis quelques mois, en disant, mais on est extrêmement suracheté, il y a besoin de consolidation si on veut que le mouvement puisse continuer. Et on regarde, en fait, les consolidations ont été décevantes. Ici, la consolidation du mois de mai, on est passé de 4002 à 4070. C'est-à-dire qu'on a consolidé de 3%. Et 3%, c'est vraiment très, très faible. On a eu un espoir, là, avec l'ouverture du gap, que, effectivement, on allait redescendre un petit peu plus. Et puis, regardez la deuxième ici, du mois de juin, c'est encore pire, c'est-à-dire que c'est encore plus faible. Alors, vous voyez, j'ai tracé la figure qui est celle dans laquelle le S&P est inclus à l'heure actuelle, hein, depuis à peu près un mois et demi. C'est en fait une figure d'un biseau. C'est un biseau d'essoufflement. Vous voyez, heureusement, enfin, d'une certaine manière, le, euh, alors, ce biseau, bien entendu, on sait que théoriquement, un biseau d'essoufflement, la sortie, elle est vers le bas. Alors, si une sortie de biseau, si on sort, alors les niveaux qui sont les niveaux importants aujourd'hui, c'est le premier niveau important, c'est cette zone des 4080. La deuxième zone qui est en dessous, c'est ce gap qui a été ouvert le 5 avril entre 4020 et 4036 et ensuite en dessous 3984. Si jamais, ce qui est tout à fait possible parce que pour l'instant,
On est plutôt actuellement en train de travailler presque exclusivement depuis une semaine le haut du biseau. En fait, le biseau, il était plus aplati et je l'ai, avec la bougie d'aujourd'hui, plus 0,29, je l'ai remonté, mon biseau. Si on continue à progresser, on va voir les niveaux. Donc, on a dans notre tendance haussière, on a eu une consolidation ici, et puis donc on est reparti. On a fait une deuxième consolidation, et à part une deuxième consolidation entre le 38,2 et le 50 de Fibonacci. Et donc, à partir de là, comme on est sur des plus hauts historiques, j'ai tracé les extensions de Fibonacci. Alors, les extensions, on est déjà à peu près aujourd'hui, déjà sur la première, autour de 4000, pardon, 4310. La suivante, ici, donc le 1, donc, qui est à 4000, excusez-moi, 4365, et puis peut-être longtemps un peu au-delà de 4004. Donc voilà les niveaux correspondant au S&P. Vous voyez que la bande de Bollinger Haute est toujours extrêmement haussière. Alors, il va falloir commencer également à regarder, hein, c'est les rendez-vous habituels, des publications du deuxième trimestre qui vont commencer d'ici une quinzaine de jours. On remet ça un petit peu tous les trimestres et là, ça peut bouger. Bon, j'aurais tendance à penser que pour l'instant, euh, les résultats du Q2 ne vont pas avoir forcément d'incidence très négative. On doit plutôt s'attendre à de bons résultats dans la mesure où eh bien, ce deuxième trimestre a été vraiment le trimestre où la vaccination ayant progressé, la confiance dans la reprise s'étant manifestée, la consommation aux États-Unis étant repartie, on devrait avoir des résultats globalement favorables. Ce qui va faire que les entreprises qui ne présenteront pas des résultats favorables vont être de plus en plus sanctionnées par les marchés. On va regarder derrière le Nasdaq. Le Nasdaq 100, alors alors, on va, je vais hop, dézoomer, on va le regarder sur un peu plus de temps. Là, vous voyez que on a une, une configuration qui est assez différente de celle du S&P. La première, c'est que vous voyez, on a consolidé ici, on était dans les 14 000 et on est quand même revenu ici aux alentours de 12 002. C'est-à-dire que on a consolidé de 13 à 14%. Donc c'est une consolidation qui a été beaucoup plus forte que celle que l'on a pu voir sur le S&P. La dernière, la deuxième, hein, celle ici du mois d'avril, elle a été moins forte que celle de mars, puisqu'on est passé en gros de 14 070, on est passé à 13 000. Donc on a perdu, on a perdu à peu près 7%. Donc on est quand même sur des schémas de consolidation qui sont plus importants que les schémas du S&P. Et d'une certaine manière, le fait d'avoir une consolidation plus forte permet d'aller chercher de nouveaux investisseurs et de permettre permettre d'entretenir la hausse. Alors j'ai pris comme sur le S&P le dernier mouvement ici, le dernier rallye et la dernière consolidation, hein, qui a été un peu plus importante. Et là, on a le prochain niveau comme objectif qui est un niveau à 14 830 et au-dessus, l'extension 1,27 qui est à 15 003. Maintenant, on va passer à notre CAC national. Voilà, je vais élargir un peu. Là, à nouveau, configuration très différente. On a à la fois
Voilà, ici, des retracements euh, décevants. Là, on est passé de 6004 à 6150, 250. On a fait 3 à 4%. Le dernier retracement qui est très très récent, on est passé au minimum de 6680, on est passé à 6480, ce qui fait pareil 3%, 3,5% de retracement. Donc on a des retracements qui sont faibles, et ces retracements faibles eh bien, permettent comment dire, d'alimenter la croissance des marchés. Alors, maintenant, on voit quand même que le CAC est dans une structure d'essoufflement. On voit que la bande de Bollinger ici est en train d'aller vers le bas, la bande basse est en train de monter. Ceux qui ont suivi les formations que j'ai pu faire sur VBA, hein, puisque là, je travaille essentiellement avec des graphiques que j'ai pris sur VBA, un modèle de VBA, on voit qu'on est en phase de resserrement et que, eh bien, la volatilité est en baisse significative. Donc, on peut tout à fait imaginer que on va, dans la période qui vient, sauf évidemment d'une grosse surprise liée au résultat, eh bien, on peut être parti sur une consolidation à plat, laisser les bandes de Bollinger se refermer, revenir en situation de squeeze, et là, regarder de quelle manière on repart. On va voir maintenant le dollar index. Non, ça c'est le taux, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il est mon dollar index? J'ai loupé tout à l'heure. De l'autre côté, il est là. Alors, le dollar, lui, c'est, compte tenu de tous ces phénomènes, conjoncturellement, c'est aussi le grand gagnant. Les, euh, les achats, les achats comment dire, d'obligataires de la part de ceux qui ne vivent pas en dollars, donc alimentent la montée du dollar parce que il faut acheter du dollar pour acheter euh, des obligations. Et puis, avec reprise, beaucoup des achats internationaux, notamment de matières premières, sont libellés en dollars. Donc, il y a un afflux ou un retour un peu plus important vers la monnaie dollar. Ça, elle est assez récente, elle date d'un gros mois. Alors, là, de la même manière, j'ai mis deux choses. Donc, évidemment, les supports et résistances et les supports et résistances au-dessus du niveau où on se trouve aujourd'hui. On voit que l'on a fait un très beau rallye sur à peu près 15 jours, 3 semaines. Une petite consolidation, vous voyez, on n'est même pas allé jusqu'au retracement 23,6 de Fibonacci. C'est dire à quel point le dollar est redevenu fort. On est en train de repasser le point de consolidation. Donc, j'ai mis également les extensions de Fibonacci et les niveaux qui sont devant nous. Là, on voit qu'il y a ce niveau à 93 qui est à la fois un niveau de résistance et l'extension 50%. On a un deuxième niveau de résistance à 93,40 qui est le retracement 61,8. Et puis, l'autre niveau de résistance à 94, je vais peut-être passer en hebdo pour que quand même vous les voyez, ces niveaux. Voilà, donc ce sont voilà, ces niveaux de polarité, ce niveau de polarité et également les niveaux qui sont en dessous. Voilà. Donc, le niveau, on a vu, donc 94, la zone des 94, et puis 94, 90, pratiquement 95. Donc, bien parti, a priori, bien parti pour
la poursuite de la hausse, excusez-moi, au niveau du dollar index. Et puis, bah, une des conséquences, on va la voir sur l'or. Alors l'or, on va le remettre d'abord en hebdo. Voilà, je mettrai un petit peu en Ishimoku également. Alors, donc, on a eu un rallye important hein, jusqu'au mois d'août de l'année dernière. On a fait un nouveau record, 2070, 2080. Et depuis, on est rentré en consolidation. Et la tendance, elle est baissière. Un plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, un nouveau plus haut, etc., etc. Donc on est en consolidation d'une tendance baissière. Et puis on voit que on n'a pas pu, à ce stade-là, revenir jusqu'à ce premier niveau qui est à 1960, 1965, qui aurait été celui qui invaliderait la tendance baissière en hebdomadaire. Et on a également, on va mettre en Ishimoku également, pour ceux qui, et je vais le mettre en hebdomadaire. Voilà, on va agrandir, on va élargir. Voilà. Alors, on voit que on a été bloqué ici par un niveau à 1907, qui est un niveau de polarité en analyse technique classique, hein, support, support, résistance, résistance, résistance. Si on était en Ishimoku ou en daily, on verrait que c'est un plat de SSB et de Kijun, donc en quotidien. Donc ce niveau a bloqué. Et on est reparti vers le bas et on est actuellement en travail sur une zone support que vous voyez ici, qui est à la fois une zone de polarité, résistance ici, résistance là, travailler, résistance, résistance, support. Pour l'instant, support. Cette zone, donc, entre 1744 et 1765 dollars. On est venu la tester pour l'instant, et en plus, ce niveau, excusez-moi, c'est ici, hein, le 1765, c'est en hebdomadaire, un plat de SSB et de Kijun. Donc, c'est un niveau qui est important. Donc, cette zone est véritablement la zone, un peu la zone test sur l'évolution future du dollar, du gold. On a vu tout à l'heure que bah, le dollar, il était plutôt en train de s'apprécier, ce qui est favorable. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, après bah, cette toute petite consolidation, est-ce que la zone 1744-1765 va tenir? Si, si elle ne tient pas. Alors moi, je pense que pour l'instant, elle va tenir un certain temps, pas très longtemps, mais elle peut tenir. Si le dollar, malgré tout, continue à s'apprécier, mais peut-être un peu mollement, c'est que la Tenkan, ici, elle est encore très haut dans le nuage. Donc si on casse cette zone 1744, si on casse surtout 1744, donc on a une petite zone ici de polarité hein, que vous retrouvez, résistance, support, support, ici également, support, 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 support. Donc c'est 1716, 1720, et puis donc troisième zone en dessous, donc qui est entre 1670 et 1690. Donc l'or, la vraie question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que on va tenir cette zone? Et le dernier élément que l'on va voir sur l'étude des marchés, ça va être ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est le 10 ans américain. Je suis un pli, je vous ai déjà montré ce graphique dans le passé, sous cette forme-là. Voilà, je n'ai même pas besoin d'Ishimoku.
Donc on a un grand mouvement baissier hein, depuis 2018 qui a amené les taux américains de 3,20, 3,30 à 0,6070 avec une zone ici qui a été une consolidation horizontale pendant quelques mois entre 1,42 et 1,94. Donc quand on est reparti, on est revenu dans cette zone qui est justement entre 1,40 et 1,80, 1,40 et oui, 1,94, 1,95, que j'ai appelé un peu la zone d'équilibre normale. Quand j'ai fait ce graphique, on n'était pas encore dans cette zone d'équilibre. Je l'ai fait en fin d'année dernière. Et on est venu, euh, le 10 ans américain est revenu dans cette zone dite que j'ai appelée d'équilibre. Et on voit que actuellement, on est, euh, on est en consolidation à l'intérieur d'un drapeau. Alors, quand on regarde les bandes de Bollinger, elles sont en train de très violemment se refermer. Là, elles sont en train de se refermer. Donc, on peut tout à fait imaginer que on va rester pendant un certain temps, euh, quelques semaines, hein, on va rester ou à l'intérieur du drapeau, qui, avec le temps, ben, s'il est trop long, deviendra de moins en moins un drapeau. Et on va rester dans cette zone hein, qu'on peut entre 1,40 et 1,60, 1,70 le temps que les bandes de Bollinger viennent se remettre totalement à plat. Et après, eh bien, on verra de quel côté on sort, sachant que je pense que l'on sortira par le haut. Donc voilà la fin de cette deuxième partie. Euh, Christian m'écrit qu'il n'a plus de son. Est-ce que c'est le cas pour d'autres personnes? Ou est-ce que le son est bon pour tout le monde? Indiquez-moi hein, s'il y a un problème de son. Non, plusieurs personnes me disent, hein, Christian, ça doit venir de vous. Tout le monde me dit que le son va très bien. Si vous avez des questions ici rapidement sur cette deuxième partie, je vous laisse 1 ou 2 minutes pour les poser avant donc que l'on passe à l'analyse des actifs individuels. Pas de questions a priori. Alors, on va passer sur je sais pas, 10, 12 ou 10 ou 11 actifs que j'ai sélectionnés entre ce que vous m'avez demandé et ce que j'ai vu. On va commencer par Virbac. Virbac, là, que l'on voit en hebdomadaire, on va passer en daily par la suite. Donc, Virbac, on voit tendance, excusez-moi, tendance eh bien, très haussière, hein, très propre. Hein, plus bas, premier plus haut, deuxième plus bas, plus haut, deuxième plus haut, plus bas, plus haut que le précédent, troisième plus bas, plus haut que les précédents, etc., etc. Donc on a une tendance haussière au sens de dos tout à fait propre. On a également la bande de Bollinger haute qui est très haussière. Donc on est véritablement dans une belle tendance haussière. On va regarder en daily ce qui se passe. Voilà. Donc on a après la petite période de consolidation précédente, on est parti d'une manière extrêmement dynamique avec l'ouverture d'un gap très important entre 233 et 251 et on est rapidement revenu dans une phase de consolidation à plat, elle-même très très propre, entre 261 et 286 euros. Et là, depuis 2 jours, on est en train de sortir. On peut considérer là maintenant que l'on a que la sortie de la zone, je pense, est tout à fait assurée. Et eh bien, dans ce cas-là, quel est l'objectif? Eh bien, c'est le report vers le haut
comment dire, de la hauteur du range, et ce qui nous donne un objectif à 311 euros pour Virbac. Un stop prudent, il est juste en dessous de cette mèche, donc aux alentours de 270, 270 euros. Après, il peut y avoir des niveaux un peu plus agressifs, hein, sous ce niveau-là, à 274. Après, bon, c'est à chacun à regarder quel est niveau ou à la fois le niveau de risque, le niveau de dynamisme qu'ils ont et de son money management. Donc, Virbac, voilà une société qui est là bien partie et avec un objectif à 311 qui est très propre. On va regarder ensuite, j'ai sélectionné Soitec. Soitec, on va le regarder en weekly, hein, rapidement, en hebdo. Donc, rallye depuis la fin de la période, le bas de la période pandémique, où Soitec était descendu très bas, était descendu à 50 euros, et on est aujourd'hui à 190, 200. Donc, vous voyez là une montée, pas de retracement. Pas de retracement pendant un an pratiquement, hein, ou des retracements tout petits qui rendent l'entrée en position un petit peu compliquée. Donc, on a eu un premier retracement et on repart actuellement. On va passer en daily pour regarder ce qui se passe euh, avec plus de capillarité. Donc, on voit qu'on a relancé, donc à la fin de cette consolidation, on a relancé il y a un mois et demi, on a relancé un rallye avec, vous voyez ici, un gap, un breakaway gap tout à fait clair, qui appelait l'investissement. Et vous voyez qu'on est rentré depuis une quinzaine de jours, on est rentré dans une phase de consolidation et on a une consolidation en triangle. La consolidation en triangle qui est très propre, puisque le propre, justement, sans jeu de mots, d'un triangle, c'est justement de faire des allers-retours à l'intérieur. Et là, vous voyez, début, on va sur le bas, on revient, et on dirait évidemment, c'est là où il se forme le triangle. Mais c'est justement le fait que le triangle marche très bien. Alors, lorsque normalement un triangle comme celui-ci, la sortie devrait être haussière. Et avec un objectif qui est le report donc du point de ce point-là ici, au-dessus d'une sortie, mais sachant que je ne sais pas exactement quand pourrait être la sortie. Donc, c'est de reporter au niveau futur de sortie, de reporter la hauteur du triangle. Alors, je me suis positionné ici sur ce niveau, hein, pratiquement, qui est un niveau important, là, qui est à 190,60, puisque vous voyez que c'est une résistance, et on est pour l'instant, cette résistance, elle tient. Donc, le franchissement de cette résistance nous enverrait avec un objectif sur Sovitech à 202 euros. Le stop, lui, venant se mettre en dessous de la branche basse de notre triangle. Alors, par contre, bon, ça peut aussi mal se passer, hein. Euh, En cas de sortie, euh, on commencera à envisager une sortie négative lorsque l'on aura cassé en clôture daily ce niveau-là. Bon, ce niveau-là, hein, qui est un niveau ici résistance, support, donc un niveau de polarité. Ce niveau de polarité à 183,2. Après, le niveau important suivant, c'est 174. Donc ici, c'est un niveau qu'on a attendu un peu avant de franchir. Là, ça a été résistance. Ici, le niveau qu'on a attendu et ça a été
un démarrage de consolidation au mois de janvier. Donc, Soitec à surveiller pour une sortie ou vers le haut ou vers le bas, sachant que, logiquement, si tout va bien, la sortie devrait se faire vers le haut. Ensuite, si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas, hein. On va regarder de Richebourg qui m'a été demandé. Alors, de Richebourg, on va le regarder rapidement en hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, on voit qu'on a une structure qui est très, très proprement haussière. On a un rallye qui a démarré extrêmement fort au mois de novembre l'année dernière, une consolidation, un redémarrage, c'est même pas de la consolidation, et pratiquement le niveau le plus important de consolidation que l'on ait fait, qui est maintenant euh, pendant tout ce rallye, c'est celui-ci, hein, ce mouvement qui part de là, qui consolide, vous voyez, pratiquement sur le 38,2, là, sur le 38,2. Et donc, j'ai tracé les extensions de Fibonacci et j'ai tracé les résistances qui sont sur le chemin, les résistances antérieures. Si on peut. Voilà. Les deux niveaux de résistance à considérer lorsque on avait fait ce qui était, je crois, un plus haut historique en novembre 2017. Donc, on est en train d'arriver vers cette zone. Donc, ce sont ces deux niveaux 9,15 et 9,43, donc à considérer. Et au-delà, on a l'extension à 9, pardon, voilà, 9,68 qui est le 61,8 et le 76 à 10,17. On va le prendre également en daily, hein. On va retrouver ces phénomènes. Voilà, voilà. Le dernier, il est ici. Que j'ai indiqué. Voilà. Alors, donc voilà quels sont les objectifs. Euh, Stop. Moi, je mettrai mon stop ici en dessous de cette toute petite consolidation, cette bougie rouge, hein, à 8,16. Voilà. Voilà pour de Richebourg. Alors maintenant, le suivant, c'est Terranova. Non, 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 pardon. Non, je l'ai supprimé, pas Jaranova, j'ai une bêtise, excusez-moi. Je l'avais vu. C'est Solution 30, pardon. Alors, Solution 30, donc ça m'a été demandé. Euh, Moi, ça fait partie, Solution 30, des actifs que je n'aime pas. Parce que, comment dire, on est dans un système économique qui est encore plutôt de jeunes sociétés, un démarrage. C'est également, on a ces derniers temps, bon, vous avez, ou ceux qui suivent Solution 30, il y a eu quand même des problèmes hein, importants. Lorsque vous avez un commissaire aux comptes qui refuse de certifier les comptes, c'est quand même très embêtant et qui a refusé et refusé de consolider les comptes. Ça, c'est, bon, je crois que c'est hier ou aujourd'hui où il y a eu l'Assemblée générale et l'AG a entériné les comptes, mais il y a quand même un fond, pour moi, qui malgré tout n'est pas sain. Et puis, le parcours boursier de Solution 30, c'est quand même plus que chaotique, hein. On est passé de décembre à fin mai, on est passé de 20 euros à 2 euros. On a perdu 90% de la valeur. Certainement dans une bonne partie, et c'est la raison de ce gros gap
et qui va justement être une source de problème. Euh, donc ce gros gap, euh, solution 30 pour moi, enfin, moi je resterai à titre personnel à l'écart de solution 30. Bon, on a l'impression qu'on a trouvé ici un point de soutien aux alentours de 4, de 4,35, 4,40. On va passer en daily maintenant, mais on est, comme on l'a vu dessus, on a, alors le gap il était plus important, on en a comblé une partie, et puis on est reparti vers le bas. Donc on a un gap aujourd'hui qui reste toujours ouvert, qui est quand même entre 6,30 € et 10,25 €. Donc ça, c'est important. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher les 10,25 €? Alors, qu'est-ce qui pourrait militer dans ce sens? La première chose, c'est que on a une bougie aujourd'hui, donc suite à l'AG certainement, qui est tout à fait favorable. Elle nous a arrêté néanmoins sur un des niveaux de résistance à 7,29. La bande de Bollinger est très ouverte. On a ouvert ce matin en gap haussier. Donc, pour l'instant, on est sur une phase de consolidation avec les niveaux qui vont se succéder, si on continue dans ce schéma-là, avec donc ouais. Voilà, donc le premier niveau, donc 7,29, c'est ce niveau-là. Le deuxième niveau, 8,58, aujourd'hui resté en weekly. Bon. Le deuxième niveau, donc on va rester en daily, et je vous ai indiqué, vous pouvez retracer les niveaux. Donc, le niveau suivant, 8,58, après 9,52, ici, donc c'est entre autres ce niveau de résistance, et puis, eh bien, la sortie du gap, c'est-à-dire retrouver la situation précédente, qui était quand même déjà dans une tendance haussière, euh, au niveau donc de notre 10-14. Au passage, vous voyez ici, on a encore un gap, vous voyez, avec cette forme de volatilité dans un sens et dans l'autre. Là, on a ouvert un deuxième gap. Ici, on a ce qu'on appelle une île de retournement. Donc, ce sont des évolutions sur le plan technique qui sont quand même importantes en valeur et extrêmement, c'est très très volatile. Donc, pour l'instant, je pense qu'il faut déjà regarder si le fait que l'Assemblée générale ait entériné les comptes, ça va être quelque chose qui va mettre fin au problème. Peut-être, c'est pas 100% certain, peut-être, et on verra bien à chaque fois si on franchit les différentes étapes et ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, par exemple, aller chercher ce niveau-là, se replier, par exemple, ici, et repartir. Ça, c'est justement la façon dont les choses vont évoluer qui va nous indiquer la façon dont le marché réagit et la façon euh, dont se forment les prix et comment il pourrait être éventuellement possible de rentrer. Donc, première chose, imaginons que l'on franchisse dans les jours qui viennent, que l'on franchisse ce niveau de 7,29, que l'on aille chercher le niveau suivant à 8,50, qu'on revienne tester ce qui me semble quelque chose de raisonnable et que l'on repart. Là, à ce moment-là, on montrera que le niveau de 7,29 est un niveau qui véritablement tient et qui est un niveau d'achat. À ce moment-là, effectivement, il peut y avoir possibilité de rentrer en position et avec une figure de retournement, toujours une figure de retournement, type étoile du soir ou autre, étoile du matin, pardon, étoile du matin, pas étoile du soir, gap, tout ce qui, au-delà d'une figure de retournement, montrerait qu'il y a véritablement de la dynamique acheteuse. Et à ce moment-là, eh bien, le stop, il est très proche. Donc, et le même schéma peut se produire d'ailleurs si on vient rechercher
le niveau en dessous à 6,30. Mais là, moi, j'attendrai quand même véritablement de refranchir 7,29. C'est vraiment le niveau qui, pour l'instant, est celui qui, si on continue et qu'on vienne rechercher, sera pour moi le niveau le plus rassurant. Donc voilà la possibilité éventuelle. Aujourd'hui, la difficulté supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, si on veut rentrer en position, le stop, il est là. Le stop, il est à 4,30. Il est à 4,30, on est à 7,30. C'est-à-dire qu'on a un stop à 60%. Donc, comment dire, c'est très difficile aujourd'hui de... Moi, je ne sais pas rentrer aujourd'hui sur un actif de ce type-là. Il faut véritablement que le marché me montre ce qu'il veut faire. Il faut qu'il me montre que il assure des niveaux. Et pour moi, c'est 7,29, c'est le niveau qu'il faut assurer pour effectivement envisager de pouvoir rentrer sur solution 30. L'actif suivant qui m'a été demandé, c'est Navia. C'est un actif qui est quand même assez régulièrement demandé. On commence à le regarder en hebdomadaire. Ah. Donc Navia, c'est donc les navettes électriques autonomes. Euh, et donc avec un schéma boursier qui fluctue à la fois par l'avancée de la recherche-développement et aussi et surtout par eh bien, les refinancements, ce qui est un peu le principe de ce type euh, de start-up et qui ont à chaque étape de leur développement la nécessité de passer à l'étape ultérieure et pour cela de lever à nouveau des capitaux. Et c'est pour ça que les parcours boursiers sont souvent un petit peu en dents de scie. Donc là, on a eu une hausse importante entre juillet de l'année dernière et novembre. On est passé en gros de 0,70 à 4,80. Donc, pratiquement une multiplication par 7. Et puis, depuis, eh bien, on est rentré en consolidation. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus bas. Et là, on est sur le fil du rasoir. La rupture, il est très clair que la rupture de 2,13. On est là ce soir aux alentours de 2,26. La rupture de 2,13 en clôture, eh bien, ouvrirait la voie pour une nouvelle jambe de baisse. Et cette jambe de baisse, elle nous amènerait vers 1,85 et vers le gap qui a été ouvert au mois de juillet 2020, qui a lancé le rallye, donc entre 1,49 et 1,60 €. Par rapport à ce rallye, j'ai tracé également les retracements de Fibonacci. Et on voit qui plus est que le niveau actuel, donc à 2,26, est un niveau hyper important, puisque c'est le retracement 61,8. Statistiquement, quand on casse un retracement 61,8, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement, c'est-à-dire aux alentours de 0,73, commence à prendre de l'ampleur. C'est le premier point. Et ce niveau de 26, c'est également un niveau qui a fait résistance ici. On l'a franchi, on est revenu le tester, on a lâché. On l'a franchi, on est revenu le tester. Et ici, on est tout à fait en test de ce niveau important à 2,26. Bandes de Bollinger sont baissières, mais élément favorable, les bandes de Keltner sont à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc, mais avec la position de la bande de Keltner, ça n'empêche pas de revenir à 1,85, mais je pense qu'on rebondirait sur le 1,85. Donc pour l'instant, donc
on voit qu'est-ce qui peut se passer vers le bas. Maintenant, si effectivement, là, on est en hebdo, là, on est en train de mettre en place une figure classique de retournement qui est l'étoile du matin dont j'ai parlé tout à l'heure. Et à ce moment-là, eh bien, le rebond qui est en train de véritablement s'amorcer nous donnerait comme objectif de retrouver cette zone de polarité, c'est-à-dire la zone 2,72, 2,92, et puis au-dessus, à nouveau, une zone de polarité, ici, autour de 3,40, 3,45. On va regarder en daily, qui va véritablement confirmer à court terme ce que l'on a vu. Donc, on est en train, pardon, on est en train donc de rebondir. On voit ici on avait une zone ici qui était, mais on ne savait pas forcément si c'était une zone d'accumulation ou une zone de distribution. Donc là, pour l'instant, c'est une zone d'accumulation, mais il va falloir aussi attendre un petit peu pour revenir vers le 2,72 puisque les bandes de Bollinger sont en train de se refermer. Donc, on peut comment dire, attendre comment dire, une zone de consolidation qui pourrait néanmoins nous mener jusque vers 2,60 hein, pour le moment. Il va falloir voir qu'est-ce que dans les jours qui viennent, quelle va être la force du mouvement. On peut avoir un mouvement, parce on a aujourd'hui une bougie qui est superbe en plus. Hein. C'est une bougie qui englobe, c'est pas une englobante au sens d'analyse technique. Hein. Une englobante, on la trouve en fin de mouvement et dans le sens contraire. Là, elle englobe plusieurs bougies, mais dans le sens actuel. Mais on voit que c'est un parfait Marubozu. On a ouvert au plus bas, on clôture au plus haut sur une petite zone, là, à 2,48, une petite zone de résistance. Il va falloir regarder dans les jours qui viennent. Soit on travaille un petit peu cette zone de résistance à 2,48, qui va permettre aux bandes de Bollinger de venir s'aplatir, et puis après, à nouveau, un supplément d'énergie qui va nous permettre de retourner la bande de Bollinger pour aller vers le 2,72. Voilà un scénario, moi, que j'envisage tout à fait. Alors, m'avait été demandé Euroface. Bon, on peut rester en... Ah, pardon. Voilà. On va rester en daily. Donc on voit là depuis le mois de décembre, on a une pareille très belle tendance haussière qui respecte véritablement les évolutions ou les cycles de dos. Et en plus, à l'intérieur quasiment d'un canal. Un canal qui est un peu moyen, bon, il est assez propre quand même. On en est juste sorti ici. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui peut se passer pour Eurofins? Ah, excusez-moi, je vais un peu fortement. Donc là, visiblement, le canal marche bien, puisque le niveau ici, donc le contact avec le canal à 98,60, eh bien, a entraîné ce qui démarre là, une consolidation. Alors, jusqu'où va-t-on aller? C'est rien, évidemment. Donc, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? On suit le mouvement, on le contrôle, on le quantifie grâce au retracement de Fibonacci. Et on voit jusqu'où on va. Alors, on peut aller rebondir sur le 23,6, sur le 38,2, le 50, le 61. L'important, c'est que même si effectivement on vient jusqu'au bas du canal. L'important, c'est que l'on rebondisse, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici également, que l'on rebondisse sur le bas du canal. Donc, si vous êtes aujourd'hui en position, eh bien, il faut quantifier véritablement jusqu'où
cette consolidation va se faire. Et vous regardez quand, à quel moment, éventuellement on rebondit pour venir chercher ce haut de canal. Ce qui est intéressant également, c'est important, c'est si on rebondit vite. Si on rebondit, par exemple, sur le 38,2, ça voudra dire que véritablement, il y a de la force dans le mouvement. Et si on a un rebond dans les conditions que je vous ai indiquées, à savoir figure de retournement, gap ou autre, à ce moment-là, eh bien, on a une probabilité très forte de venir rechercher la branche haute du canal. Voilà pour Eurofins. On m'a demandé Philips. Philips. Donc sur Amsterdam. Voilà. Alors Philips, c'est pas top top, hein. Philips, on va le voir en weekly. Alors, bon, on est dans un système, une structure qui est ben, globalement un peu plutôt haussière, mais un haussier très agité. Euh, on est donc à plus court terme, on est dans une phase de consolidation. On a, oui, également, je ne l'ai pas mis jusqu'au bout, ouais, j'aurais pu le montrer. Donc on a une oblique haussière ici, on a rebondi dessus, et depuis 3 jours, la baisse s'est accélérée, puisque pas 3 jours, 3 semaines, excusez-moi. Depuis la mi-juin, on a ouvert un gap baissier aux alentours donc de 48,50, 48, 70, 80. J'ai également donc en consolidation tracé les retracements de Fibonacci. Ce qui était inquiétant également, c'est qu'on a franchi d'un coup le 38,2, le 38,2 en gap d'accélération. Et on voit que la semaine dernière, on a cassé le retracement 61,8. Ce qui veut donc dire qu'on a un vrai risque de venir rechercher, de redescendre vers l'origine du mouvement, c'est-à-dire aux alentours de 38 euros. On va passer en quotidien. Quotidien, c'est encore, j'aurais presque tendance à se dire, c'est encore moins beau. Voilà. Je vais écarter un peu. Donc, on retrouve nos niveaux intermédiaires. Le premier, qui est un niveau de support, hein, qui peut avoir, oui, qui est à 40, 40, 93. En dessous, 39, 36. Et puis, donc, la zone du 100% entre 38, 37, 80 et 38, 20. Alors, il va falloir voir à chaque étape ce qui se passe et la rupture des différents niveaux. Moi, je n'ai pas une opinion très, très, très favorable, hein. Comment dire, on est quand même dans une phase d'accélération du mouvement baissier qui est significative. Et puis, ben, chaque rupture nous entraînera vers ces différents niveaux en dessous. Donc, tendance vraiment, elle, par contre, actuellement, la tendance haussière, baisse baissière, par contre, elle est quand même très, très, très propre, hein. Unibail. Je vais revenir en hebdo. Donc on voit, je vais élargir, c'est trop fort. Bon. On voit qu'on a une tendance baissière de long terme qui a été quand même extrêmement forte. Ah, puisque on est passé de mai 2017, on était à 237 euros et on est descendu au plus bas à 25 euros, ce qui est
on a perdu pratiquement 90%, hein, 90% de la valeur de l'actif. Alors, on va regarder, donc là maintenant, on est en phase, on est en phase de consolidation de cette tendance baissière. Alors, on voit que on a trouvé effectivement ici, il y a un support sur un niveau de l'ordre de 28 ou 29. Et puis, quand on regarde le dernier plus haut, je vais zoomer un peu quand même. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Quand je regarde le dernier plus haut dans la baisse, il était là. Il était à 76,24. Et ce niveau, on l'a franchi. Donc, pour l'instant, sur le long terme, on est passé de tendance baissière à tendance neutre. J'ai indiqué ici, ça va être difficile de le voir en daily, euh, c'est un gap de la semaine du 9 mars. On a un gap entre 97,16 et 87,16 pardon, et 89,84 qui, dans ce mouvement qui est donc à plus court terme, qui est un mouvement qui a repris une tendance haussière court terme, de plus court terme, le premier objectif, il est là. Ensuite, je ne l'ai pas indiqué, mais vous avez ici un deuxième gap entre 95,70 et 96,97, donc qui serait le deuxième objectif si on franchissait le premier. On va passer en daily. Je vais bien changer. Voilà. Voilà. Donc, là, on voit que on a essayé d'aller jusqu'au premier gap, hein, à 87,16, et on n'a pas réussi. Donc, on est reparti en consolidation avec l'ouverture donc de ce gap autour de 77, 60, et on a trouvé ici à 71, 66, on a trouvé un niveau, excusez-moi, on a trouvé un niveau de soutien qui est à la fois, on le voit ici, un niveau résistance, 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 support, un niveau de polarité, plus une bande de Bollinger basse haussière. Et là également, pour ceux qui ont suivi les formations VBA que j'ai pu faire, j'avais expliqué que casser une bande basse haussière, bah, c'était quand même très, très, très peu fréquent. Donc là, on a véritablement, sur 71-66, on a trouvé un double soutien et qui plus est, ici, on n'avait pas de petit gap là, donc je ne pense pas. On a une figure de retournement qui est une étoile du matin, donc qui bah, doit nous laisser espérer d'abord de revenir sur ce premier niveau de 76,24, puis le franchissement du gap 76,46. Pardon, j'ai dit 76, non, excusez-moi, c'est tout petit. 77, 70, 78, 15. Donc ça, franchissement du gap, hein. Ici, on a également un niveau de support, donc ce niveau est important. Et puis derrière, 82, 67, et puis donc le gap à 87, 16. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer maintenant. Je ne sais pas quelle est la force du mouvement. Toujours est-il, c'est que un éventuel achat aujourd'hui se ferait avec un stop qui est aux alentours de 71,20. Donc un stop tout à fait raisonnable. Ah, pardon. Pardon, actif suivant, je recherchais. Actif suivant, actif bien connu par tout le monde, c'est le Bitcoin. C'est le Bitcoin. Je pense que je ne suis pas sûr de l'avoir traité déjà dans ces émissions. Pardon, j'ai mal fait.
Voilà, je passe un hebdo. Et on va regarder vraiment les niveaux importants euh, suite à la très violente consolidation de l'actif, qui est passé à un plus haut historique, enfin largement plus haut historique, aux alentours de 65 000 dollars, et puis consolidation. On, euh, On a trouvé ici une zone de support dans cette consolidation depuis quelques semaines. On a trouvé une zone de support qui est très importante entre 28 300 et 30 100. Vous voyez, c'est une zone que l'on a d'abord, elle a fait résistance ici, on l'a franchie et on est revenu la tester avant de repartir. Ici, dans la suite de ces deux grosses bougies rouges, on s'est arrêté pile poil sur la zone et puis, depuis donc le 17 mai, à savoir depuis un mois et demi, eh bien, on a consolidé sur cette baisse et on est dans cette zone entre ces deux petites zones de consolidation, celle que je viens d'indiquer est 40 700, 42 000. Sur cette dernier mouvement, là, ce fort mouvement de baisse sur 2 semaines, on voit que l'on a consolidé seulement à 38,2, c'est-à-dire aux alentours donc de 41 000. Ça, c'est pas forcément quelque chose de très favorable. Ce qui me fait dire que on pourra véritablement repenser à la hausse que si on dépasse ce niveau ici de 42 000. À ce moment-là, on aura cassé la tendance ici baissière, et donc on pourra envisager la suite. Donc un franchissement de 42 000, c'est un niveau ici à 45 200, et puis la zone de polarité 50 600, 52 500. Alors ce qui serait grave, mais vraiment, vraiment grave, ce serait la rupture de 28 300. Et là, qui dit rupture de 28 300, on a un petit niveau ici sur lequel on a hésité au mois de novembre 2020, au démarrage du rallye, entre novembre, décembre. Sur un mois, on a hésité, on a testé pendant un mois ce niveau de 18 840. Et puis, ben, si ce niveau ne tient pas, là, on descend véritablement. On ne sait pas, enfin, vers les zones de démarrage, hein, 3000, euh, autour de 10 000, 9 000, oui, ici. Vous voyez ce niveau de support là, qui a été au niveau de 9 000, 9 002, 9 003. Voilà. Donc, le niveau à surtout ne pas casser, c'est 28 300. Et le niveau surtout à reprendre, c'est 42 000. On va passer en daily rapidement. Donc là, on est pour l'instant, eh bien, le marché, il hésite. Il hésite complètement entre ces deux zones et on est en range depuis, bah, depuis un mois et demi. On est en range justement entre 28 ou 30 000, 30 000 mieux, oui, entre 30 000 et 41, 42 000. Donc pour l'instant, la tendance, elle est neutre. Il faut attendre le franchissement de l'un ou l'autre de ces deux niveaux. On m'a également, j'ai Air Liquide. Non, pardon, excusez-moi. Autre sens. Voilà. Donc Air Liquide, on va d'abord remonter un peu. Donc Air Liquide depuis mars de l'année dernière, où on est descendu aux alentours de 90. Donc très beau rallye jusqu'au mois d'août. On passe de 90 à 143. Et depuis, hop, je ferme ça. Là, je prends. Et
depuis le mois de juillet-août, on est rentré en range entre 125 et 143. Et ce range a été cassé euh, il y a, on va dire quand même la semaine dernière, hein. C'est véritablement, je considère que c'est une amorce. Mais donc là, on a cassé, on a franchi, pardon, le niveau de range, et donc on peut maintenant regarder vers le haut. On peut regarder vers le haut, et pour cela, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, en plus, on n'a pas d'autres éléments que regarder nos extensions de Fibonacci sur le dernier rallye et une consolidation qui est plutôt propre aux alentours du 38,2. On va passer maintenant en jour. C'est tout voir. Excusez-moi. Donc, donc, on a d'abord franchi je dirais, le niveau zéro ici. Puis, on résiste pour le moment sur le retracement de 76 à 151. Et là, on est parti vers une petite, a priori, consolidation. On a quand même aujourd'hui clôturé avec une bougie d'incertitude, hein, aux alentours de 147. Il faut faire attention à ce qui se passe. Le mouvement, il faiblit un petit peu, mais bon, la logique serait de franchir les 151, arriver au niveau suivant 156 et le niveau suivant 161,45. Alors, on peut effectivement, moi je surveillerai quand même, pour assurer, le franchissement de 151 qui, lui, eh bien, pourrait ouvrir vers 156 et 162 avec un stop à 146. Donc, enfin, on est quand même dans un cadre et dans une phase haussière. Téléperformance. On a un parcours depuis le mois de... oh, pardon, voilà, depuis le mois de mars de l'année dernière, parcours haussier qui nous a amené de 150 à 350, donc une hausse absolument vertigineuse. Euh, petite, à peine petite consolidation ici, mais pas véritablement très significative. Et à la limite, la première consolidation qui peut permettre de travailler, qui peut permettre, puisqu'on est sur des plus hauts historiques, de quantifier le mouvement et de quantifier la puissance de ce mouvement vers le haut. C'est le rallye qui a démarré en février, le 22 février, jusqu'au mois d'avril. Consolidation, on voit à peu près sur le 50. Et puis, donc, les extensions que j'ai mis depuis. On a eu une belle semaine la semaine dernière. La bande de Bollinger-Haute est en train de bien s'ouvrir. Et puis, donc, on hésite un peu au franchissement ici de 345. Niveau suivant, donc, qui est le 76 à 355. 370 et le 127, 387. Le problème ou la difficulté là-dessus, on va voir si on peut la gérer en daily, en regardant le daily. Euh, il faudrait à minima franchir au moins ce niveau-là à 348, refaire un plus haut historique de manière à avoir un stop ici sur le 50% à 338. Parce que pour l'instant, bah, le stop, il est tout en bas. À la limite, il est là, le stop. Donc, il est 317 quand on est à 346, c'est 10%. Par contre, si effectivement on fait le schéma tel qu'on l'a vu tout à l'heure, euh,
franchissement, on revient chercher ce niveau où le 61,8, peu importe, hein, ça peut être celui-là, je vais mettre celui-là. Et puis, redémarrage derrière, figure de retournement. À ce moment-là, eh bien, ça permet d'envisager quelque chose avec effectivement un stop juste en dessous, toujours avec une figure de retournement. Et enfin, le dernier, qui est déjà 8h25, c'est qui est Neoen. Là aussi, on revient. Alors, Neoen, c'est effectivement l'énergie est dite propre. Donc, on a eu, ben, comme souvent sur ces startups ou quasi-startups, hein, on fait un passage euh, depuis mars de l'année dernière de 25 euros jusqu'à 68. Et puis, ben, depuis, c'est une grosse tendance baissière. Visiblement, on a trouvé un support ici sur ce niveau aux alentours de 31, 32 euros. Et là, maintenant, on est en train de repartir vers le haut. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? On va passer en jour. Ah. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est la figure que l'on a mis à jour, qui est une figure de double creux. Premier creux, deuxième creux, la ligne de coup ici. Donc, sur ce niveau en plus, qui est un niveau de résistance, donc à 35,88. Et dès qu'on a franchi 35,88, on a déclenché cette figure de double creux, donc qui nous donne un objectif qui est le report ici de la ligne, enfin, euh, de la ligne de coup et du plus bas, on le reporte vers le haut, ce qui nous donne un objectif à 40,91 et qui plus est, qui est une zone un niveau de polarité. Résistance ici, non, un niveau de résistance, hein, c'est pas une polarité, pardon, excusez-moi, c'est un niveau de résistance. Donc résistance, donc 40-91, c'est véritablement un niveau objectif tout à fait significatif. On avait ici une zone de polarité, elle, par contre, hein, qui support, et qui, pour l'instant, on a un petit peu de mal à s'en affranchir. La bande de Bollinger haute et haussière, la bande de Keltner est à l'intérieur, donc on peut, moi j'attendrai le franchissement, je préférerais le franchissement de 38,60 avec un stop proche, hein, sous 37,20 pour jouer 40-91 et puis derrière 44-05. Voilà, on a fait l'ensemble des actifs que j'avais préparés. Euh, Est-ce qu'il y a je vais prendre une question d'entre vous sur les actifs que l'on a vus, par exemple. Euh, ou si vous avez un ou deux actifs, ce que je fais très souvent, c'est que je le fais pour le blog World Data. C'est-à-dire que si vous avez un ou deux actifs qui vous intéressent, je les traiterai et vous les aurez ou vendredi soir ou samedi matin dans le blog. Oui, la question de tout à l'heure, Poxel et Dronvolt. OK, un système, Arkema. Donc en fait, comment va-t-on dans le blog? Alors, Olivier, vous appelez World Data demain matin et la sympathique équipe va vous expliquer Arkema et Aquel. OK. Donc, je vais. Et Bastide. Allez, stop. Donc, je vais regarder les deux qui me paraissent le plus intéressantes. Et à ce moment-là, je ferai une analyse
que vous aurez en début de week-end. Voilà, donc notre émission est terminée, notre webinaire est terminé. Ben, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie du mois de juillet pour eh bien, faire. Cette fois, on a été un petit peu en retard par rapport au mois de juin, puisque c'était l'émission du mois de juin. Donc, on essaiera de rester dans le mois de juillet pour l'émission du mois de juillet. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit et rendez-vous pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous.